Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois Marie-Lou, propriétaire de Manger en Harmonie et qui vient nous parler de la nutrition intuitive. Bonjour Marie-Lou. Allô. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce qu'on va parler entre autres d'un sujet, je te dirais, qui est un peu... qui est un sujet du jour, puis que selon moi, en tout cas, ça a été une quête. Je pense que ça va être une quête de toute ma vie. Le poids, la nutrition, tout ça. Donc, en commençant, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi le titre de ta profession? Parce que il y a comme un dilemme, en fait. Des fois, on a un peu d'ambiguïté avec diététicienne, nutritionniste. Est-ce que tu peux m'aider à juste démêler un petit peu tout ça? Oui, bien, mon titre officiel, c'est nutritionniste diététiste au Québec. Puis là, j'ai vraiment spécifié au Québec parce que ailleurs dans le monde ou même d'autres provinces, ils n'ont pas les mêmes lois et régulations pour le titre. OK. Fait au Québec, nutritionniste diététiste, ça veut dire la même chose. C'est protégé par l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, l'OPDQ. OK. Fait que moi, j'aime bien utiliser les deux parce que justement, des fois, c'est mélangeant. Puis on vient qu'on... Oui, puis diététicienne, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Ben, c'est protégé aussi, mais on ne l'utilise pas au Québec. C'est un terme français. C'est un terme français. Oui, européen. Est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi ta mission première? Premièrement, le nom de ton entreprise, s'il te plaît, ma belle. Puis aussi, c'est quoi ta mission première? Hey, c'est une bonne question. Ben, mon entreprise, c'est Manger en Harmonie. J'ai créé ça l'automne dernier, donc l'automne 2019. Oui, c'est là qu'on est rendu dans la vie. Je parle la notion du temps avec la pandémie. La pandémie, un bébé, ça fait beaucoup de nuits de sommeil raccourcies. Oui, on perd les notions du temps, on perd nos repères. Donc, Manger en Harmonie. Puis ma mission principale, c'est vraiment d'aider les gens, puis je dis les gens de façon générale, à se libérer de l'emprise des régimes, à se libérer de la mentalité des régimes pour apprendre à se reconnecter à eux-mêmes, à leur ressenti, aux besoins, aux signaux que le corps leur envoie pour leur bien-être global. Parfait. Puis, en fait, tu travaillais au public. Oui. Tu travailles toujours au public. Toujours au public. Tu fais vraiment les deux, tu sais, dans le fond. Puis, en travaillant au public, tu travailles entre autres aussi avec des femmes qui viennent d'accoucher, tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse pression au niveau du poids? C'est-tu vraiment pour ça que tu as décidé de véhiculer un message, d'avoir ton entreprise, puis d'essayer le plus possible de... Oui, bien, mon expérience, on s'est laissé, je veux dire, je travaille plus avec les enfants qu'avec les mamans. Quand on travaille avec les mamans, c'est vraiment pendant la période de la grossesse. Fait que oui, je le vois, la préoccupation du poids, mais c'est moins là que j'interviens. Mon travail, c'est vraiment plus avec les 0-5 ans. Mais c'est dans notre culture, c'est partout, c'est dans les magazines, c'est à la télévision, c'est nos proches, c'est notre famille, c'est les professionnels de la santé aussi. C'est toujours à propos du poids. N'importe quelle condition médicale, n'importe quel problème, n'importe quel bobo, on ramène tout le temps ça au poids. Ça, c'est vrai. Puis ça m'a comme irritée parce que c'est non. C'est pas juste le poids. Puis le poids, c'est jamais le poids le problème. C'est autre chose. Je me suis dit, il y en a plein des professionnels, il y en a plein des gourous, des coachs, il y en a de toutes les sortes qui vont travailler sur le poids. Oui. Je me dis, ça prend un ballon. Ça prend des gens, ça prend des entreprises, ça prend des professionnels qui montrent une autre avenue, parce qu'il y a une autre avenue qui est plus globale, qui est plus générale, puis qui fait du bien. Oui. Fait que ça me prenait, c'est ça a été comme ma motivation pour dire, je veux créer mon entreprise pour avoir ma voix, pour pouvoir élever la voix de d'autres aussi, mais toujours avec cette vision-là de, on peut-tu prendre soin de la personne qui est devant nous sans focusser sur son poids? C'est-tu possible? Ben oui. Oui. C'est ça que je fais. Puis, dans le fond, fait que dans le fond, toi, tu n'auras pas une approche de dire on va te peser, on va. C'est quoi ton approche? Comment que. Oui. Bien, moi, c'est vraiment tout ce qui est en lien en relation à la nourriture puis relation au corps. OK. Fait que je ne suis pas dans la psychologie parce qu'évidemment, je ne suis pas psychologue, mais c'est tout ce qui est comment on utilise les règles. Comment on utilise les règles alimentaires? Comment on catégorise les aliments comme étant bons, comme étant mauvais? Comment on s'impose des choses qui nous collent pas, mais qu'on ramasse d'un peu partout, là, toutes les diètes, toutes les trends, puis ils changent avec le temps. Oui. C'est normal qu'on soit super mélangés. On se serait parlé il y a 10 ans, puis ça aurait été le gras, le démon. Oui.
Là, en ce moment, c'est le sucre. Oui, là, c'est les diètes cétogènes. C'est ça. Oui. Mais c'est recyclé, ça aussi, là. C'est de la vieille matière qu'on ramène au goût du jour. C'est comme des phases. Ça va, ça vient. On cherche toujours le coupable. Mais alors que toutes les réponses, on les a dans nous. Notre corps, il sait qu'est-ce qu'il a de besoin. Puis notre corps, il veut vivre, il veut survivre, puis il va tout faire pour vivre. Fait que toi, c'est vraiment d'y aller avec aussi, de réapprendre les vraies choses, en fait. Parce que souvent, à force de lire des revues, voir des régimes, entendre parler, on vient qu'on croit que les choses qui sont bonnes, finalement, sont mauvaises pour nous. C'est un peu ça, c'est nous ramener à la base. Est-ce que toi, pour avoir eu le désir de devenir diététicienne, de nutritionniste, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de nutrition? C'est-tu quelque chose qui est déjà venu te chercher, toi aussi? Ou? Oui, c'est tellement une bonne question que tu poses, Chantal, parce que c'est assez fréquent. Quand, tu sais, je parlais de mon histoire juste tout après, mais tu sais, quand on a une relation malsaine à la nourriture, où on est en restriction, où on a même un trouble alimentaire, on devient obsédé par la nourriture. Puis en étant obsédé par la nourriture, ça nous coupe de toutes nos aspirations, tout notre potentiel en tant qu'être humain. Oui. C'est ce qui arrive souvent qui va nous amener à aller étudier ça. OK. Fait qu'il y en a beaucoup dans la peut-être pas maintenant, là, mais je veux dire dans le programme d'études qui ont une relation très malsaine à la nourriture parce qu'ils vont chercher l'information qu'ils ont besoin pour être plus en contrôle dans leur nourriture. OK. Fait que c'est vraiment intéressant comme observation. Parce que des fois, je me demande justement, si j'avais pas eu la relation que j'avais à la nourriture, est-ce que c'est ça que j'aurais fait comme carrière ou j'aurais fait autre chose? Puis on entend souvent aussi, tu sais, les gens qui ont des troubles anorexiques, qui ont des troubles, c'est les experts en calories, parce qu'ils viennent, qui veulent vraiment tout contrôler. Puis c'est comme l'aspect, ça vient une surcharge mentale même parce que c'est une obsession. Ben oui. Puis il y en a qui peuvent transformer ça en carrière. Je dis pas toutes, là, OK? Non. mais il y en a, c'est justement... Mais ça peut être une motivation ou un intérêt à aller vers ce type de profession-là. Oui, vraiment. Fait que moi, ma relation à la nourriture, j'ai pas eu de troubles alimentaires, du moins pas diagnostiqués. OK. Mais j'ai toujours eu une relation boiteuse avec mon corps. Puis maintenant, là, j'ai fait un travail sur moi, mais tes relations boiteuses à la nourriture et au corps. J'ai grandi dans un environnement très privilégié, faut que je le nomme. Là. Moi, j'ai eu accès à de la nourriture, de l'insécurité alimentaire, j'ai pas connu ça. Mes parents nous offraient une variété d'aliments. J'ai été exposée à toutes sortes d'affaires. J'ai toujours été très épicurienne. J'ai toujours aimé manger. Ça a toujours été un bonheur. Mais rendue à l'adolescence, je me suis retrouvée à travailler dans des lieux qui étaient propices à ce que je me questionne sur mon corps. J'ai travaillé dans des centres de conditionnement physique. Okay. J'ai travaillé dans des centres de perte de poids. Oui, j'étais ado, j'étais pas professionnelle et je travaillais dans des centres de perte de poids. Ça t'en dit long sur l'industrie. Oui. Fait que d'être dans des milieux comme ça qui étaient très grossophobes, très, tu sais, la crainte du corps et le désir de contrôler l'apparence parce que toute la valeur que tu avais, c'était représentatif de ton apparence. Moi, je me faisais valoriser par mon apparence. Fait qu'il fallait toujours, Fait que c'était, OK, faut que je maintienne ça parce que si je prends du poids, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que là, je vais perdre les privilèges que j'ai? Fait que, tu sais, j'étais beaucoup... Puis quand je me suis mis à étudier en nutrition, là, t'apprends toutes les notions. Là, mon Dieu, je veux pas tomber malade. Fait que là, il faut que je coupe telle affaire. Je peux plus manger ça. Là, je peux plus... Mais des choses que j'aimais manger. Tu sais, c'est toujours ça aussi, l'essence. Il y a des choses que j'ai jamais aimé manger, puis c'est correct. Oui. Mais si t'aimes ça en manger, pourquoi t'en empêcher au nom de quoi? Ça vient de qui, là? Ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient... Fait que, tu sais, d'être nutritionniste aussi, on se fait juger tout le temps, là. Oui. Tu peux pas manger au restaurant en paix sans te... qu'est-ce qu'elle commande, la nutritionniste? Qu'est-ce qu'elle va... Ah, tu commandes ça? Tu commandes ça? Oh, ouais. C'est pas bon. Ouais, c'est ça. Puis quand on sait que c'est pas bon, c'est parce que, regarde, toi, tu peux te le permettre. Puis... OK, fait que ça ramène encore beaucoup... Tout le temps. Puis, tu fais des capsules web, tout ça aussi, c'est super intéressant. Puis ça, c'est sur ton site web. Oui. J'avais vu aussi à un moment donné une citation que tu avais fait parce que tu étais un peu tannée, justement, d'entendre parler de régime. Oui. Puis c'était aussi dans une vague où est-ce que dans les médias, tout ça, là, ils déploraient parce qu'on disait que quand t'es grosse parce que tu manges mal. Oui. Puis toi, c'est quelque chose qui venait te chercher. Tu disais, la personne, elle peut super bien manger, puis malheureusement, sa glande thyroïde fonctionne pas, puis ça se peut qu'elle mange mieux que la personne qui est très mince, puis celle qui est mince mange juste des cochonneries. Puis ça a toujours été quelque chose que tu déplorais. Tu disais, si t'as le goût de manger des chips,
mange-en. Oui. Je veux que tu apprennes à aimer manger. Oui. C'est pas quelque chose que tu apprends nécessairement à l'école. C'est où est-ce que ça t'a amené ça? Parce que tu t'es rendu compte que la restriction nous amène plus dans... Pour toi, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi bien manger? Je vais t'arrêter, t'as 50 questions, hein? Il y a trop de questions. Puis je trouve ça le fun, ça demande que tu as un intérêt, puis moi je suis passionnée aussi, fait que... Vas-y, laquelle tu veux répondre? Mais écoute, je vais commencer en disant... Mon parcours professionnel, j'ai commencé en étant moi aussi grossophobe. Moi, ma mission première quand j'ai commencé mon travail, puis quand je faisais... Ben, c'était pas une peur, c'était... Moi, je voulais contrer l'épidémie d'obésité. Je voulais faire partie de celles qui allaient aider à contrer, puis je le mets en gros guillemets parce qu'on sait que c'est pas valable. Okay? L'épidémie d'obésité, ce n'est pas un fait. C'est pas scientifiquement prouvé. En tout cas, je pense qu'on pourrait faire une autre capsule là-dessus. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais c'est pour ça que je le mets en gros guillemets. Mais c'était ma façon de travailler. Puis parallèlement à ça, moi, j'avais une phobie des troubles alimentaires. J'avais tellement peur de causer du tort à des gens qui viendraient dans mon bureau avec un trouble alimentaire que je refusais de voir ces personnes-là. Jusqu'à ce que je me rende compte, après peut-être 6-7 ans de pratique là, en clinique, que les gens venaient me voir pour perdre du poids, mais que la relation à leur corps et à la nourriture était tellement pas saine. Il n'y avait pas de diagnostic de trouble alimentaire, mais il y aurait pu. Ou ça flirtait, ou c'était proche, c'était vraiment pas simple. Puis je me disais, OK, là, moi, je suis en train de contribuer à ça. Je vais peut-être être celle qui va les pousser vers le trouble alimentaire, puis je ne veux pas ça. Fait que je me suis mis à me former en trouble alimentaire. Puis c'est dans ces formations-là que, je suis tombée en amour avec le sujet. J'ai comme vraiment déclic. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait les 6 dernières années de ma vie? Mais on a chacun notre cheminement. C'était l'expérience aussi qui t'a amené là, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est là-dedans que là, j'ai appris tout le mal que la stigmatisation et le gars du poids pouvait causer. Tout le mal que la stigmatisation, point. On pourrait parler de stigmatisation raciale, on pourrait parler de stigmatisation par rapport au genre, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à name it, là, n'importe quoi. Cette stigmatisation-là cause tellement plus de dommages sur la santé de l'individu que ce qu'il mange. Wow. Puis j'ai fait, OK, moi je suis là en train de dire aux gens quoi manger, quoi pas manger. C'est tellement beside the point, excuse-moi, j'ai pas de mot français, non, là, mais comme... OK, là, il faut que je vois plus macro. Il faut que j'aille voir comment moi, je peux pas contribuer à cette stigmatisation-là, comment je peux être anti-grossophobie, comment je peux élever la voix des gens qui vivent ça, parce que c'est pas à moi porter ce message-là. J'ai jamais été grosse. Fait que je peux pas prétendre que je sais ce que c'est. Je peux pas prétendre connaître la souffrance que c'est d'être gros dans la société actuelle. Fait que je peux juste élever leur voix pour qu'eux puissent prendre la parole puis nommer ces enjeux-là. Puis moi, faire du pouce pour dire, OK, bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue plus systémique pour vous faire de la place sur cette planète-là? Parce que c'est pas normal. Tu sais, cette personne-là qui va faire un cheminement sur soi, puis d'avoir une meilleure relation à la nourriture, une meilleure relation au corps, mais va marcher dans la vie, là, elle va se faire rappeler constamment qu'elle n'est pas correcte. Tu sais, tu vas dans les restaurants, les petits barreaux de chaises. J'avais pas remarqué. Tu vas dans les restaurants, les banquettes, tu peux pas reculer, tu rentres dessus. Probablement pas. Fait que ce stress-là de savoir, je me fais inviter au restaurant, mais je suis même pas sûre si je peux y aller, parce que je suis pas sûre que je peux m'asseoir. Fait que là, tu t'isoles socialement, tu vis et tout ça a plus d'impact sur ta santé que ce que tu manges. C'est fou, là. Souvent, tout ça fait en sorte que tu vas encore plus engraisser. Ben oui. Parce que tu vas commencer à vouloir moins sortir, moins bouger, moins... Peut-être aussi, mais tu sais, ultimement, la silhouette de ton corps, ton poids, ne dit rien sur ta santé, puis ne dit encore plus rien sur ta valeur en tant qu'être humain. Puis est-ce que tu trouves qu'on a plus une pression sociale en ce moment? Ou ça fait combien de temps de pratique au total? 9 ans. Bientôt 10, mais 9 ans, oui. Est-ce que tu trouves qu'on a plus de pression sociale présentement ou t'en es plus consciente de la pression? J'en suis plus consciente. Ça fait longtemps que c'est là. C'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui date du siècle dernier. C'est quelque chose qui remarque au temps des colons. Là. C'est pas quelque chose qui est... Ça part même du racisme, là, toute cette histoire-là.
Fait que non, oui, là, je le remarque plus. Oui, il y a les réseaux sociaux, fait qu'on a plus tendance à se comparer. Il y a cette facilité-là. Il y a eu Instagram qui est venu. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. Moi, je suis nouvellement sur Instagram, fait que je peux pas dire j'ai vu l'évolution, là. Mais justement, j'y étais pas parce que j'avais l'impression que c'était des photos tout le temps très léchées, très Photoshop, tu sais, des angles, puis qui reflètent pas du tout la réalité. Fait que oui, il y a ça. On le voit encore, là. On le voit encore dans les médias. Aussi la mode, je pense. Parce que moi, quand je pense à moi, dans le temps que j'allais au secondaire, c'était les pattes d'éléphant, les gros pantalons, les gros hoodies, versus mes filles que c'est tout ajusté. C'est dur de trouver, tu sais, c'est la mode des leggings, la mode des très, très, très ajustés qui... Puis pour toi, un poids santé, c'est quoi? C'est pas dans le sens que c'est pas le poids qui va déterminer ta santé. Tu sais, l'IMC, le fameux indice de masse corporelle, là, comme... Il y en a qui m'aimeront pas, je sais, mais je vais dire, prenez ça, mettez ça dans les poubelles. Là. Ça vaut que dalle. Ça vaut rien pour évaluer la santé d'un individu. C'est un outil qui a été créé à la base pour faire des données statistiques sur une population. OK. Ça n'a jamais été créé dans une optique de diagnostic pour un individu. Puis là, maintenant, on l'utilise beaucoup comme shortcut pour dire, justement, est-ce que tu es en santé ou tu n'es pas en santé. Mais ça n'a aucun rapport. Fait que, on va plus regarder la globalité. Est-ce que on va regarder la santé mentale, mais on va regarder la santé physique aussi. Il y a des paramètres biochimiques, des prises de sang, mais ça peut être secondaire. Ça part vraiment ça part du désir de la personne aussi. Cette fameuse quête là, de la santé, c'est pas une obligation morale. Non. T'es pas obligé de dire je vais faire de l'activité physique ou je vais manger telle chose pour ma santé. Pas obligé. Tu dois ça à personne. C'est ton choix personnel à toi. Puis ça fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne si tu décides de travailler sur ta santé ou pas. Puis ça, tu peux le faire, peu importe t'es qui, peu importe ton poids. Peu importe ton âge aussi. Peu importe ton âge, peu importe ta couleur, peu importe name it, là. Est-ce que, pour les gens là, qui viennent te rencontrer, tu dirais c'est quoi le type de clientèle? Ça peut être autant des hommes que des femmes, que des ados, que des adultes, que des gens minoritaires. J'accepte de tout, dans le sens que j'ai pas de critères sélectifs, là. Oui. Mais je te dirais que les gens qui sont attirés vers moi ou vers ma pratique, généralement, ce sont des femmes ou des personnes qui s'identifient au genre féminin, généralement des adultes. Mais j'ai pas de... Puis leur objectif, c'est de retrouver un plaisir de manger? Ils viennent pas avec cet objectif-là. Ils découvrent en cours de route que ça peut être un objectif. Mais j'ai encore beaucoup de personnes qui viennent me voir dans un objectif de perte de poids. Ça arrive encore, malgré que sur mon site, c'est très clair que c'est pas ça que je fais. Sur mes réseaux sociaux, en tout cas, j'ai l'impression que c'est très clair que c'est pas ce que je fais. Mais les gens sont tellement habitués à ce que ce soit ça l'objectif, ce soit ça la finalité. Puis souvent, les gens, là, quand je leur pose la question, pourquoi c'est important pour toi? Ils savent même pas quoi me répondre. Ils vont me dire, mon médecin, ou regarde-moi. Je fais, OK, je te regarde, mais moi, ça me dit pas plus pourquoi toi, c'est important pour toi. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, je leur partage toujours un peu le fait que les régimes, la restriction, ça fonctionne pas. Tu sais, de 92 à 98% des cas, ça ne fonctionne pas dans le long terme. Wow! Fait que, tu sais, si je te disais, il y a un médecin qui prescrit un médicament, puis il dit, il y a 2 à 5% que ça marche. Est-ce que tu le ferais? Tu le ferais-tu? Tu questionnerais minimalement. Oui. Minimalement, tu poserais des questions. T'sais. Oui. Pourquoi ça marcherait avec moi, en fait, aussi, entre autres. C'est quoi mes autres options? Les autres options qui auraient un meilleur taux de succès. C'est quoi le succet? Mais ça il y a encore des gens qui arrivent avec ça. Sinon, les gens viennent me voir en me disant, Marie, je les ai faites, les régimes. Je les ai faites, là, les name it, là, les plans, les calculs, les restrictions, les modes de vie, les faire attention. Ça marche pas, mais comme je suis pas bien, je suis tannée, je me rends compte que toi, tu as quelque chose d'autre à offrir. J'ai envie d'explorer ces possibilités-là avec toi. Je suis terrifiée. Oui. Terrifiée parce que c'est complètement différent de tout ce que je connais. Puis tu me demandes de me reconnecter à moi, mais je sais même pas moi. Je sais pas c'est quoi mes besoins. Tu me parles de la faim. Je suis pas sûre que j'ai déjà ressenti. Tu me parles du rassasiement. Je suis pas sûre que j'ai jamais ressenti ça. Et qu'il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de craintes qui sont totalement légitimes.
Puis ben, on décortique ça ensemble, puis on s'établit des objectifs qui sont plus réalistes. Là. Est-ce que tu crois que en tant que parent, des fois, on vient qu'on oublie d'écouter la satiété de notre enfant, puis tout ça? Est-ce que tu penses que ça part de très jeune, d'oublier? Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas à nous à écouter le rassasiement de notre enfant. C'est à lui à l'écouter. OK. C'est pas à nous à déterminer t'as-tu assez mangé ou t'as pas assez mangé ou t'as trop mangé. C'est pas à nous en tant qu'adultes à déterminer ça, c'est à l'enfant. Puis l'enfant, c'est en fait dès sa naissance. Tu sais, fais le parallèle, prends un bébé. Oui. Un bébé que tu lui donnes le lait, que ce soit au biberon, au sein, peu importe. Tu peux pas y faire boire plus. Non. Quand il n'y a plus soif, il n'y a plus soif. C'est fini, là. Essaye pas de rentrer ça dans la bouche, ça ne marche pas. Fait que, puis même principe, tu sais, s'il arrête, mais tu as l'impression qu'il en voudrait plus, ou tu peux pas contrôler ça. Tu sais, ton enfant va te le dire. Mais ça se perd en grandissant, parce que là, ça vient de... Puis je dis pas ça pour culpabiliser les parents. S'il y a des parents qui nous écoutent, tu sais, ça part toujours d'une bonne intention. Oui. Puis il faut pas culpabiliser nos parents non plus, dire, ben c'est toi qui me forçais à manger mes affaires quand j'étais petite, puis c'est pour ça que je suis comme ça. Non. On peut juste avoir de la compassion pour nos parents, on peut juste avoir de la compassion pour nous-mêmes. On peut juste changer là quand on connaît des faits aussi. Exactement. Mais pour toi, de dire, mettons, prends une autre assiette ou tu devrais manger avant le dessert, est-ce que toi, il y a des desserts? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des desserts parce que, ben, je veux dire, j'aime ça. Ça fait partie de notre culture aussi d'en avoir. Pour certaines cultures, il n'y en a pas. C'est correct aussi. C'est pas une obligation. Mais on n'a pas à se restreindre ou se couper au nom de je sais pas quoi. Oui. Tu sais, si pour nous, ça fit, ça fit. Si ça fit pas, ça fit pas. Ouais. C'est des choix qui sont vraiment personnels. Mais mettons chez nous, c'est ça ta question. Oui. Avec mes enfants ont 1 an et 3 ans et demi, je ne peux pas donner une idée. Le repas, le dessert est en même temps que le repas. OK. Fait que c'est servi en même temps parce que ça fait partie du repas. Fait que comme ça, mes enfants peuvent gérer leur faim pour dire, ben j'ai faim pour telle quantité d'aliments. Il y a ça qui me tente, il y a ça qui me tente. Puis là, ils vont juger ce qui leur tente de manger selon les quantités qu'ils ont envie. Fait que oui, ça va arriver qu'ils vont commencer par le dessert. Mais ça va arriver qu'ils vont commencer par d'autres choses, par l'assiette. Puis ils vont picosser dans le dessert. Puis ils vont venir. Puis il y a comme un... Puis en même temps, tu t'assures qu'ils vont pas tout finir leur assiette pour avoir du dessert. Pas du tout. Parce que là, ce qu'on crée, c'est qu'on vient mettre le dessert sur un piédestal. Oui. On vient l'identifier comme étant une récompense, quelque chose de yes, t'es bon, c'est le fun. Bravo, t'as fini ton assiette. C'est ça. Notre cerveau associe ça à une récompense aussi. Puis là, on va associer aussi la tâche. La chose plate à faire, c'est l'assiette. Ouais. Faut que je mange des légumes pour avoir du dessert rayé. Oui. Fait que qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça fait que les légumes sont puis le dessert rayé. Oui, contrairement à ce que toi, tes enfants, c'est tout au même niveau, finalement. Oui. C'est pas mal. Puis tu as commencé à faire ça à partir de toujours, quand ils ont commencé à manger? Parce que c'est pas une pratique habituelle. Non, ben c'est ça, je me suis formée aussi, ça fait partie de formation professionnelle ici. Là. Oui. C'est tout le travail du partage des responsabilités d'Ellen Satter, qui est une nutritionniste et thérapeute familiale américaine. OK. Vraiment comme... En tout cas, j'ai tous ses livres. Vraiment, c'est la sommité. Là. C'est notre référence à tous en termes d'alimentation pour les enfants. Puis je suis tombée sur ses travaux il y a quelques années. Fait que mon garçon, je pense qu'il venait de commencer à manger. Là. Il y avait peut-être 6 mois, 7 mois quand j'ai découvert ça. Fait que j'ai comme pu rapidement intégrer j'ai comme pu mettre en pratique ce que j'expliquais à mes clients, mes clientes. Oh wow, c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que tu as vu comme des bienfaits alentour de toi? T'sais, parce que c'est sûr que si tu reçois à souper, puis que les gens te voient faire ça, est-ce que ça les a amenés? Il y a des questions. Ah, OK. Ou c'est plus difficile, je te dirais, quand on va chez les gens. OK. Puis qui ont des enfants aussi. Parce que là, ces enfants-là n'ont pas nécessairement la même structure ou les mêmes règles que nous. Puis c'est correct aussi. Chaque famille a sa façon de fonctionner. Mais ça suscite des questions sur les enfants qui font mais pourquoi lui il a son dessert en même temps? Puis là, fait que des fois je me colle un peu à la réalité de où on va pour pas créer des fois des situations des précédents puis des... Tu sais, j'en parle avec les parents aussi, là, j'ai quand même une sensibilité pour ça, pour pas faire de... Oui, c'est ça. S'ils sont prêts, s'ils sont ouverts à en parler, mais moi j'impose rien jamais, là. Je prêche par l'exemple, puis si les gens ont des questions, ben ça me fait plaisir de répondre ce que moi je fais, mais sans jamais dire tu devrais faire ça parce que... C'est vraiment une ouverture d'esprit. Ben absolument. C'est quoi pour toi la plus grande qualité d'une nutritionniste? Ben
cette ouverture-là. La bienveillance, c'est un mot que j'adore. C'est pas pour rien que dans mon nom d'entreprise, il y a nutritionniste bienveillante, là. C'est pas pour rien. C'est d'être à l'écoute de la personne, de l'individu qui est en face de toi. Tu ne sais pas d'où la personne elle arrive, tu connais pas son expérience, tu connais pas son vécu. Tu peux pas assumer, tu peux pas prendre pour acquis ses capacités, ses notions, ses intérêts, ses désirs, ses objectifs. L'ouverture, mais la curiosité aussi. Je pose tellement tout le temps beaucoup de questions. Puis je le dis, c'est pas des questions qui viennent d'une place de jugement. C'est vraiment, je vais apprendre à te connaître. Moi, je le sais pas. Tu me dis, par exemple, je mange pas beaucoup de légumes. Ça veut dire quoi pour toi, manger pas beaucoup de légumes? Puis pourquoi c'est important pour toi de manger des légumes? Je veux savoir, toi. Fait que ça, je pense que c'est une grande qualité de nutritionnisme, mais je pense de n'importe quel professionnel de la santé, de voir l'individu dans sa globalité, puis d'aller... T'es qui, toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi et non pour toi? Avec toi et non pour toi. Wow! Ça, c'est quelque chose que je trouve important d'être comme d'enseigner, mettons, au lieu de diriger, parce qu'habituellement, on est habitué de voir, en tout cas, traditionnellement, une nutritionniste te dit, tu manges tant de quantité, puis après ça, après une semaine, tu viens te peser, puis toi, c'est pas cette vision-là. Non. Toi, c'est comme tu veux enseigner à dire, bon, on a tous ces aliments-là. Je fais pas beaucoup d'enseignement. C'est particulier, là. Des fois, je vais enseigner des concepts. Si on prend l'exemple des signaux de faim, qui me revient quand même souvent, un type d'enseignement que je pourrais faire, c'est à travers toujours mes questions, mais d'amener les gens à réaliser, c'est quoi les signaux qu'ils peuvent avoir. On pense souvent à l'estomac vide ou le grondement, mais c'est pas tout le monde qui le ressent, ça. Ou quand ils le ressentent, c'est parce que la faim est vraiment intense. Là. On n'est pas capable d'identifier les premiers signaux, les premiers balbutiements de la faim. Fait que, des fois, l'enseignement peut dire, tu sais, quand tu te mets à penser à la nourriture, c'est un signe de la faim. Oui. Fait que mon enseignement peut ressembler un peu à ça, de dire, tu sais, ça peut arriver, ou de façon générale, on dit telle chose, ou on remarque telle chose. Toi, qu'est-ce que ça te dit? Ouais, fait que c'est vraiment dans cette... Puis pour... ça serait quoi pour toi ta plus grande réalisation? Ça serait quoi ton objectif, là, que tu aimerais pour les années à venir? Ça serait quoi que tu aimerais accomplir? Changer le monde. C'est pas moi qui vais réussir à faire ça, évidemment, mais tu sais, c'est drôle que tu nommes ça parce que d'emblée, j'ai envie de te dire, quand j'ai un client ou une cliente qui m'écrit un témoignage comme quoi, les gens utilisent vraiment, puis je dis pas ça pour me donner une tape dans le dos, là. Tu as changé ma vie. Moi, les gens, quand ils me disent ça, là, c'est comme... Merci. OK, mais c'est pas à propos de moi. Tu sais, ça part toujours... Les gens, tout le monde a ça en dedans d'eux. Fait que moi, je pense que c'est plus d'être la personne privilégiée. Puis à chaque fois que je dis ça, je vais pleurer, puis je veux pas pleurer parce que ça... Pourquoi je pleure pour ça? Mais d'être témoin d'une parcelle de la vie de ces gens-là. D'être témoin de ce... Tu sais, moi, je dis toujours, c'est comme une petite chenille avec le papillon, puis il est clos, puis j'ai pu être là pour être témoin de ça. Puis c'est pas grâce à moi, tu sais, c'est pas à cause de moi, c'est pas... J'ai pas été le catalyseur, j'ai pas... Tu sais, j'ai juste posé les questions, tu le savais. T'avais tout ça, mais il fallait juste que quelqu'un te laisse la place, te donne la permission. C'est souvent ça. Je dis, Marie-Lou, tu m'as donné la permission, tu m'as donné le droit d'être moi. Wow. Il n'y a jamais personne qui m'a donné le droit d'être moi. Puis ça me donne envie de prendre soin de moi. Puis ça me donne envie de faire des actions pour prendre soin de ma santé, prendre soin de moi, puis de prendre la place qui me revient. C'est vraiment beau. En tout cas, si je peux réussir à faire ça, Mais j'invite les gens à visiter tes capsules, tout ça, parce que tu es quelqu'un de très humble. Marie. Marie, tu es vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un de très humble. Puis je te souhaite beaucoup de succès. Puis merci de nous aimer comme on est. Vous le méritez, Colin. Merci à toi, Chantal.